vais commencer par m'excuser en disant que je ne parlerai pas de recherche clinique, en fait, puisque je vais m'intéresser à la question des cancers d'origine professionnelle et que je vais en parler depuis une expérience longue de plusieurs années de collaboration avec une équipe de recherche pluridisciplinaire qui s'intéresse aux liens entre travail et cancer, étant moi-même par formation et métier épidémiologiste et enseignant également les biostatistiques, donc quantitativiste. Le contexte, en fait, c'est une invisibilité des cancers d'origine professionnelle qui a été documentée depuis plusieurs décennies et qui malheureusement persiste dans un contexte donc, où le cancer en général est toujours la première cause de mortalité en France et en Europe chez les hommes comme chez les femmes. C'est une maladie dont on connaît aussi la stratification sociale très inégalitaire, une maladie qui devrait être en partie au moins évitable, et pour laquelle donc, des facteurs de risque connus et évitables sont connus, notamment un certain nombre d'expositions survenant en contexte professionnel. Est-ce que c'est pénible de m'écouter? Est-ce que je change de micro? Ça va? Ok, j'avais l'impression que j'entendais un retour. Donc, bien que des connaissances se soient accumulées, même si elles sont encore partielles, la responsabilité du travail, des conditions de travail, est le plus souvent ignorée. Ou en tout cas minorés. Et donc les cancers d'origine professionnelle souffrent d'une triple invisibilité qui a été décrite par Anita Bomoni dès les années 90, mais formulée à la fin des années 2000 de manière plus spécifique, comme une invisibilité physique, le fait qu'on ne voit pas forcément les expositions, lorsqu'il s'agit notamment d'expositions à des agents chimiques, donc difficulté de perception par les personnes y étant exposées, ignorance toxique, puisqu'en fait très peu des substances, des agents chimiques qui sont actuellement utilisés dans le monde ont été pour le moment encore évalués sur le plan de leur toxicité, et invisibilité sociale liée au fait que à la fois les connaissances produites et le système de réparation en maladie professionnelle, qui est les seuls pourvoyeurs de données régulièrement mises à jour sur, on va dire, le burden of disease des cancers liés au travail, représente une toute petite partie de la charge probablement réelle, puisque les obstacles dans l'accès à la réparation en maladie professionnelle sont nombreux. Et puis, fait intéressant par rapport évidemment au thème de la journée, ces mécanismes d'invisibilisation semblent plus marqués encore chez les femmes que chez les hommes. C'est une hypothèse qui a été formulée, enfin qui avait déjà été formulée par différents chercheurs dans les années 90. Récemment, une thèse a été soutenue en sociologie par une collègue qui s'appelle Michèle Paiva, sous la direction de Régine Berco, où elle a étudié un certain nombre d'éléments sur les mécanismes différentiels d'invisibilisation chez les hommes et chez les femmes. Donc à partir de ce contexte en général et de mon insertion dans cette équipe, j'étais amenée à me poser la question du rôle des recherches épidémiologiques dans ce processus, puisque c'était quelque chose qui m'était renvoyé de manière fréquente par mes collègues en sciences humaines et sociales. Absence, insuffisance des données, inadéquation des méthodes. Alors j'étais curieuse de voir exactement ce qui se passait dans ce champ. Donc des études avaient déjà été conduites sur les pratiques notamment d'inclusion des femmes et des hommes en épidémiologie des risques professionnels. Alors de manière générale, un papier qui était paru en 2000 qui faisait une revue de la littérature concernant toutes les publications parues en 1997 dans 6 revues internationales spécialisées en épidémiologie des risques professionnels en particulier, donc pas des revues généralistes en épidémiologie, qui rapportait, donc j'ai fait une sélection d'informations, il y avait beaucoup de résultats dans ce papier, donc à partir d'un échantillon de 348 études. Vous voyez ici la composition sexuée, on va dire, des échantillons, hommes seuls, femmes seules, hommes plus femmes, ou composition non rapportée par les auteurs. On voit qu'au total, quel que soit le type de problème de santé au travail considéré, il y avait donc à peu près 50% des études qui étaient dites mixtes, donc recrutant à la fois des hommes et des femmes, presque 12% qui ne prenaient pas la peine de rapporter la composition sexuelle de l'échantillon, et 31% qui ne concernaient des hommes seuls. Si on s'intéressait à des études sur des agents chimiques en particulier, comme type d'exposition professionnelle, on avait un déséquilibre qui s'agrandissait un petit peu, avec toujours des études conduites chez les femmes seules très minoritaires, de l'ordre de quelques pourcents, et donc un petit peu plus d'études conduites chez les hommes uniquement que des études mixtes, à peu près le même taux de non-communication de la composition sexuelle de l'échantillon. Et si on regardait le sous-échantillon, plus petit forcément d'études dédiées spécifiquement au cancer, on avait un déséquilibre encore plus fort, alors avec quasiment aucune étude consacrée aux femmes seulement, une diminution de la proportion d'études mixtes, et puis par rapport à l'ensemble, et puis pour les hommes, les études portant chez les hommes seuls, une prépondérance importante avec 46% des études concernées.
Ce qu'on voyait également, c'est que si on regardait un petit peu des notions de différenciation selon les standards, les normes de production des connaissances en épidémiologie observationnelle, on avait des études prospectives qui étaient un type d'étude qui est considéré comme apportant des niveaux de preuve supérieurs en termes d'établissement des liens de causalité, qui étaient plus souvent utilisés, donc là je parle spécifiquement des études pour le cancer, dans les études portant sur les hommes seuls que dans les échantillons mixtes hommes et femmes. Par la suite, donc beaucoup plus récemment, il y a eu d'autres travaux à mener depuis, mais un qui a été publié récemment portait spécifiquement sur les publications concernant les cancers d'origine professionnelle parus, donc des liens, on va dire plus généralement, entre conditions de travail, certaines expositions professionnelles et risques de cancer, parus entre 1991 et 2009 dans 15 revues internationales spécialisées en épidémiologie, hein, donc pas seulement en épidémiologie des risques professionnels. Et là, on observait tout cancer, un peu le même phénomène hein, que dans l'autre papier. À peu près la moitié des papiers portaient sur les hommes seulement, un peu moins de 10% sur des femmes seulement, et des échantillons mixtes pour à peu près l'autre moitié de l'échantillon. Si on regardait les études rapportant des résultats pour le cancer du sein, en lien avec les conditions de travail, c'est intéressant de montrer qu'il y avait quand même 13% des papiers à peu près qui étaient conduits, des études qui étaient conduites chez les hommes seulement, chez les hommes seuls, comme un cancer qui touche quand même nettement moins, bien sûr, les hommes que les femmes, même si ça reste un cancer qui les touche aussi. 27% des études étaient conduites chez les femmes seulement, et puis presque 60% des échantillons mixtes. Et par contre, les cancers des voies respiratoires, on voyait un déséquilibre très patent, alors que le cancer du poumon touche fortement les femmes, et de plus en plus les femmes actuellement, entre des échantillons uniquement masculins et des échantillons mixtes. D'un point de vue des évolutions, les auteurs notaient tout de même une progression de la proportion d'études mixtes, on va dire, ou portant exclusivement sur des femmes sur la période. Au début des années 90, seulement 40% des échantillons incluant des femmes, et à la fin des années 2000, à peu près 60%. Alors on a essayé de s'intéresser avec un doctorant qui s'appelle Charles-Olivier Betancedi, qui est co-encadré avec Nathalie Bajos, aux publications qui portaient spécifiquement sur des résultats de nature épidémiologique et s'intéressant au lien entre certaines expositions professionnelles et le cancer du poumon, qui est donc un cancer qui touche beaucoup les femmes, et de plus en plus les femmes, et pour lequel on invoque de manière récurrente, et tout à fait à juste titre aussi, bien sûr, l'évolution des comportements tabagiques. On s'est intéressé donc aux pratiques relativement récentes en regardant les papiers indexés dans PubMed. Donc là, juste un résultat qui montre que ça reste encore très débalancé hein, sur un échantillon de 243 études publiées sur la période et indexées dans PubMed, portant spécifiquement sur cancer du poumon et conditions de travail. On a des échantillons majoritairement uniquement masculins, avec seulement 42% à peu près des échantillons mixtes. On a aussi une espèce de passage qui est souvent non justifié de populations sources mixtes à des échantillons uniquement masculins et concernant des secteurs d'activité dits mixtes, donc où il y a aussi une part significative des femmes qui sont en emploi, vers un échantillon qui est uniquement masculin, chose qu'on ne voit pas évidemment beaucoup moins souvent pour les échantillons mixtes, fatalement. On voit également qu'en termes de pratiques statistiques, on utilise très souvent l'ajustement sur le sexe, sans donner de justification, sur la variable sexe en tout cas, puisque près de la moitié des papiers le font, mais il y a aussi près de la moitié des papiers qui stratifient sur le sexe, pas forcément en donnant plus d'explications, et qu'on a de toute façon parmi les études mixtes un sexe ratio qui est très fortement déséquilibré globalement, puisqu'on a une médiane à 3,5, donc 3,5 hommes pour une femme en médiane. Dans la moitié des papiers c'est en dessous, dans la moitié des papiers c'est au-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi toujours ces échantillons mixtes, en fonction du design d'études, on ne peut pas comparer tous les designs d'études ensemble puisque les cohortes en général ont des plus grosses tailles que les études cas témoins. On a aussi, si on regarde les compositions hommes-femmes, alors pardonnez-moi pour le code couleur qui peut sembler un petit peu éculé, hein, mais bon, voilà, la prochaine fois je ferai vert et violet, enfin je serai plus originale. Voilà, donc les hommes en bleu, les femmes en rouge, hein. C'est mon petit côté traditionnel quand même. Donc du coup, voilà, on voit des effectifs très débalancés quand même entre que le design soit de type cas témoin ou cohorte entre les effectifs, la distribution des effectifs hommes et femmes. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que cette revue systématique, elle n'est pas encore sortie. Ça fait pourtant un moment qu'on la soumet. Ça nous a posé des questions sur le processus de peer review parce qu'on a essayé de soumettre dans des revues généralistes d'épidémiologie. On s'est aussi tourné après vers des journaux plus spécialisés. Et une des fois où le papier a réussi à passer en revue, passer le stade de l'éditeur, on a eu des retours d'un reviewer qui était très positif et très argumenté, avec plein de choses très constructives, intéressantes à prendre en compte. Et on a eu un deuxième reviewer qui a fait 3 lignes,
qui sont cités ici à peu près. Donc, the authors, c'est ma slide en anglais, il n'y en a qu'une. The authors underline the need of gendering epidemiological investigations addressing occupational lung cancer at every step of research. This is nothing new. Exposure to lung carcinogens occurs in different jobs in women compared to men. The estimated occupation attributable fraction for lung cancer generally range between 2 and 8%, women about 1 to 2%. However, knowledge of occupational lung carcinogens is biased towards agents to which many men are exposed. Too many factors are involved in the development of lung cancer, and gendering will not change the practice, and the paper was rejected. And we contested it. We asked for a third, on a demandé un troisième reviewer, ça nous a été refusé. Donc c'est voilà, un des exemples où on peut se poser des questions quand même sur le regard qui est porté sur les papiers qui essayent de documenter les pratiques, pour essayer de les faire bouger aussi. Alors cela dit, il n'y a pas que des biais de genre, c'est comme ça qu'on les appelle dans notre cadre d'analyse, des pratiques en épidémiologie des risques professionnels. Ça ne concerne pas que les pratiques d'inclusion ou de non-inclusion des femmes. On a donc le côté androcentricité qui va être qu'on va se concentrer surtout sur des échantillons masculins ou avec un sexe ratio où les hommes sont prépondérants par rapport aux femmes. On a aussi des questions d'insensibilité au genre où il n'y a pas forcément d'attention portée aux dimensions socioculturelles, au concept de genre qui n'est pas connu, et donc on peut faire éventuellement référence à des différences de sexe qui vont souvent être reliées à des différences dites biologiques, mais ça ne va pas tellement aller plus loin. On a des phénomènes de double standard parfois, c'est-à-dire qu'il peut être pertinent d'utiliser des outils différents d'évaluation d'exposition milieu professionnel pour les hommes et les femmes, ou en tout cas de s'assurer que les méthodologies utilisées prennent en compte les spécificités du travail des femmes, notamment ne serait-ce que les nomenclatures qui permettent de décrire les postes de travail sont beaucoup moins détaillées pour les femmes que les hommes, et c'est pas forcément sans conséquence quand il s'agit après d'utiliser des outils d'évaluation systématique comme c'est le cas en épidémiologie des risques professionnels comme des matrices en pré-exposition. Vous m'entendez toujours ? Et on a aussi des phénomènes de surgénéralisation, où on a des échantillons uniquement masculins. C'est pas mentionné dans le titre, ni dans l'abstract, ni dans la conclusion que ce ne sont que des hommes. Ça peut être rapporté dans le matériel et méthode. Mais après, on va généraliser. Alors, peut-être à raison, mais sans discussion. Donc, on pense qu'il y a un impensé derrière de se poser la question, est-ce que c'est justifié de généraliser ou pas ? Alors, quelques problèmes récurrents qu'on a pu observer, donc c'est que... Ah, ça y est. Donc, nous avons observé que, typiquement, les études étaient plus nombreuses dans les secteurs les plus masculinisés, où la part dans l'emploi des hommes était la plus importante. Études des cancers dits féminins, c'est pour ça qu'on s'était intéressé au cancer du poumon, parce qu'il y a des études effectivement qui portent sur le cancer plus 1. Oui. Ok, merci. C'est pas le phénomène, c'est étrange. Je travaille trop, je vais faire une pause. Donc voilà, cancers dits féminins qui sont plus souvent étudiés, donc comme typiquement le sein qui touche aussi les hommes, mais ouais, dans une moindre mesure, et les organes féminins. Allô? Excusez-moi, je suis un peu... Je vais le traiter avec douceur, mais des fois ça ne marche pas. On a un phénomène d'exclusion des femmes quand elles sont jugées minoritaires dans la population source ou trop difficiles à atteindre pour des raisons de parcours discontinu et d'emploi à temps partiel. On a des outils de repérage des expositions qui sont construits de manière non sexuée et non genrée, donc, ou neutre masculin, si on préfère, la plupart du temps. On n'a pas de prise en compte des expositions indirectes, donc souvent on a des seuils, des applications de seuil pour définir ce qu'est un poste exposé ou pas, qui sont plutôt concentrées sur la spécificité que sur la sensibilité de détecter un poste qui aurait été exposé même à un niveau plus faible, mais ça peut être une exposition plus faible mais plus durable et récurrente, qui peut aussi avoir des effets, notamment concernant le cancer pour les effets sans seuil. On a des analyses statistiques qui traitent la variable sexe comme variable d'ajustement et pas comme objet d'étude, et souvent sans se poser la question du pourquoi et des conséquences éventuelles. Et puis on a aussi, dans la revue qu'on a faite sur les cancers du poumon, souvent une généralisation des résultats obtenus chez les hommes avec peu ou pas de justification rapportée. Alors on peut conclure que le concept de genre n'est que peu connu même, et donc inclus dans les études épidémiologiques portant sur le risque professionnel. Et le cancer d'origine professionnelle en particulier. Alors par ailleurs, là je vous parle d'études qui ont été majoritairement conduites en Europe du Nord, en Europe et en Amérique du Nord.
mais on a un véritable désert statistique sur plein de zones du monde où en fait se concentrent maintenant beaucoup des expositions cancérogènes professionnelles, avec les phénomènes de délocalisation des risques qu'on connaît actuellement. Donc là, c'est juste un exemple pour les hommes, ne serait-ce pour les hommes pour lesquels il y a davantage de mésothéliome recensés que pour les femmes. On a des pays, des zones entières du globe, vous voyez, qui sont en blanc parce qu'il n'y a pas de données, il n'y a tout simplement pas de système d'enregistrement qui permette de le savoir. C'est le cas du mésothéliome, alors que par ailleurs, donc c'est tiré du même papier, sur la droite, vous avez un petit graphique qui vous rend compte des évolutions. Alors, il faudrait mettre à jour, hein, je peux m'excuser. Au début des années 2000, donc, on avait des zones de consommation d'amiante qui se concentraient. Alors, il y en avait encore pas mal en Europe, mais il y en avait aussi beaucoup en Asie, évidemment, et au Moyen-Orient. Donc, c'est des lieux où se concentrent actuellement des expositions à des cancérogènes connus, massifs, etc. Et là, on n'a pas de données statistiques sur les évolutions épidémiologiques, l'évolution de l'épidémiologie des cancers. Après, on a aussi des représentations scientifico-médiatico-sociales, je ne sais pas comment les appeler, très fortes, sur la part des cancers attribuables au travail, en général, mais chez les femmes en particulier. Donc il y a des chiffres qui circulent dans les médias régulièrement, et aussi dans les rapports d'agences, d'instituts comme l'Institut national du cancer, par exemple. Concernant la France, les estimations qui ont été reprises l'année dernière dans le rapport de l'INCa sont celles qui avaient été proposées par Beaufetta et Hall dans le cadre d'un travail commun entre le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, et l'Académie nationale de médecine, qui donc estimaient qu'à la fin des années 90, 0,3% de tous les cancers chez les femmes étaient liés aux conditions de travail et 2,7% chez les hommes. C'est les estimations les plus basses jamais publiées. Dans le monde entier. Et il y a un travail sociologique qui va être fait sur la genèse de ces chiffres. Et puis, alors plus récemment, aux États-Unis, une publique 2015 qui propose chez les femmes 1 à 2% des cancers liés au travail chez les femmes et 3 à 14% chez les hommes. Donc c'est considéré comme une cause très minoritaire. Or, les calculs dépendent notamment, je vais vous épargner le détail parce qu'il y a des aspects techniques, mais de manière assez simple à comprendre, ça va dépendre des combinaisons exposition professionnelle et localisation tumorale qu'on va faire rentrer dans le calcul en fonction de ce qu'on considère être un niveau de preuve acceptable d'un lien de causalité. Ça va dépendre des choix qu'on va faire sur la valeur des risques relatifs qu'on met en entrée, puisque c'est un des paramètres qu'on doit rentrer pour calculer les fractions attribuables, et ça va aussi dépendre des prévalences d'exposition vie entière en population générale à ces différentes expositions professionnelles. Ça marche. Qui est la deuxième composante du calcul. Et donc on peut du coup arriver à des estimations très variables aussi en fonction de la perspective dans laquelle on se place. L'Institut syndical européen a produit un rapport en 2017 dans lequel il est estimé que 3 à 7% des cancers, tout type de cancer survenant chez les femmes sont liés au travail, avec une fourchette de 6 à 15% pour les hommes dans l'Europe des 28. Hein. Donc on voit bien que ça va dépendre bien sûr de tout un tas d'hypothèses qu'on fait en amont et qui sont rarement rapportées dans le cadre d'une brève incise dans les médias par exemple, ou même dans des rapports de santé publique. Donc tout ça dépend bien sûr de ce qu'on met en entrée. Alors pour exemple, il y a un travail intéressant qui est en cours à Santé publique France qui se base sur les données de l'enquête SUMER, surveillance médicale des risques professionnels. La dernière dont on dispose des données, c'est celle de 2010, même s'il y en a une qui est en cours, là, qui va bientôt sortir. Donc ils ont comparé en fait la façon d'évaluer la prévalence d'exposition à au moins un cancérogène. Ça concerne une prévalence actuelle concernant la dernière semaine travaillée. Enfin, ce pas des prévalences d'exposition vie entière. Donc sur un échantillon représentatif de salariés en France. Donc on va sur l'ensemble en prenant en compte une liste de 24 cancérogènes, je crois, chimiques. On a une prévalence globale de 10 à peu près % dans l'ensemble de la population, avec une forte différence entre hommes et femmes, 16% chez les hommes et presque 3% chez les femmes. Mais si on rajoute en fait dans la définition des expositions qu'on retrouve plus souvent, en tout cas assez souvent chez les femmes, dans les métiers occupés par les femmes, rayonnement ionisant et travail de nuit, on observe que tout de suite on fait augmenter la prévalence. Alors globalement dans la population, on monte à 12%, chez les hommes ça monte un tout petit peu, mais chez les femmes on est passé de 3 à 6%, donc on double l'estimation de la prévalence. Donc c'est juste une illustration du fait que le périmètre du calcul, qui est peu souvent, sur lequel on insiste peu souvent, est déterminant dans les estimations qu'on va faire par la suite. Un autre exemple là, des données fournies par Santé publique France sur l'amiante en particulier, dans le cadre de petites simulations que j'essaye de faire pour voir comment les estimations varient.
prendre en compte également la stratification sociale, c'est-à-dire ne pas juste regarder la prévalence en population générale, mais aussi la prévalence dans des groupes sociaux qui ont été particulièrement exposés, permet d'avoir, montre des stratifications tout à fait différentes des expositions. Donc si on est sur, là on est sur l'amiante, en population générale, on a à peu près 3% des femmes qui sont considérées comme ayant été exposées au moins une fois au cours de leur vie professionnelle à l'amiante. Ça c'est en population générale. Maintenant si on regarde les femmes qui ont été majoritairement ouvrières sur leur parcours et qui sont âgées de plus de 50 ans, qui sont celles qui vont avoir plus de chances de développer un cancer en général et en lien avec leur travail en particulier, on voit des prévalences d'exposition bien plus importantes. L'intervalle de confiance est grand puisque c'est une analyse en sous-groupe, comme ça a été bien dit tout à l'heure, on perd en précision, mais néanmoins on voit bien des ordres de grandeur qui sont tout à fait différents de ce qu'on obtient en prenant la population en général. Donc il y a une notion, un facteur de dilution, on va dire, quand on s'intéresse à ces questions en population générale, en ignorant les phénomènes de stratification sociale et genrée. Alors, ce qu'on a essayé de faire, nous, dans une enquête qui est conduite par le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis depuis le début des années 2000, c'est de regarder, à partir d'une méthodologie qu'on considère être plus sensible au genre que beaucoup d'autres méthodologies, puisque basée sur la description du travail réel par la personne elle-même et une expertise pluridisciplinaire des expositions professionnelles par des médecins du travail, anciens ingénieurs de prévention, toxicologues spécialisés dans ces domaines. C'est que, donc là c'est une enquête avec un échantillon très sélectionné de personnes qui sont toutes malades, atteintes d'un cancer, souvent d'ailleurs d'un cancer du poumon, qui sont prises en charge dans un hôpital public de Seine-Saint-Denis. C'est délibéré, hein, il y a une volonté justement de ne pas être en population générale, mais d'avoir un effet loupe sur une population particulière. Et ben on voit qu'il y a bien sûr une différence de prévalence, de proportion de patients exposés à au moins un cancérogène au cours de la vie professionnelle, puisqu'on n'a que 10% des hommes qui ont eu aucune exposition sur une liste d'une cinquantaine d'agents cancérogènes, hein, donc c'est une évaluation large, contre 36% chez les femmes. Mais on voit aussi que néanmoins les phénomènes de mono-exposition ou de multi-exposition sont quand même pas négligeables chez les femmes, puisqu'on a par exemple, si on prend ces deux catégories ensemble, 2 cancérogènes ou plus au cours de la vie professionnelle, on a à peu près 38% de femmes qui ont eu au moins une exposition. Alors, et puis si on regarde, on a fait aussi des analyses multidimensionnelles pour regarder les profils de multi-exposition en fonction du fait que la personne qui occupait le poste était un homme ou une femme, et on a pu dégager des patterns, des profils de multi-exposition qui étaient spécifiques au travail des femmes, notamment dans le secteur des soins, mais aussi dans certains secteurs manufacturiers de l'industrie chimique. Donc d'où l'intérêt quand même aussi de prendre en compte ces dimensions dans les analyses. Alors, par ailleurs, j'évoquais en introduction la difficulté d'accès à la réparation à maladie professionnelle pour les personnes atteintes de cancer, même lorsqu'elles ont été parfois lourdement exposées dans leur activité professionnelle. C'est un phénomène qui est vrai chez les hommes, mais qui est encore plus vrai chez les femmes. On le voit à notre petit niveau dans l'enquête conduite toujours par le GISCOP, donc ce sont les mêmes personnes, hein, les mêmes hommes à gauche et femmes à droite, avec toujours mon code couleur un peu vieillot. Et donc on voit que quelque chose que vous n'avez pas, c'est que par rapport au signalement, on a aussi une moindre inclusion des femmes parce qu'il y a plus de femmes à qui il n'a pas été proposé par les cliniciens de participer finalement, en dépit de nos incitations répétées, et plus de femmes qui refusent de participer. Alors pour des motifs qui peuvent être soit j'ai jamais travaillé, ce qui peut se comprendre, soit non j'ai jamais eu un travail exposant, pénible, etc. Donc il y a une forme d'autosélection dans l'enquête déjà. Et puis après le déséquilibre est aussi lié à l'incidence du cancer du poumon, mais qui atteint pas là c'est 80-20, alors qu'en population générale c'est plutôt 70-30 au niveau de l'incidence du cancer du poumon. 70% d'hommes, 30% de femmes. Parmi tous les cas incidents. Alors après, donc, on voit cet effet entonnoir. En fait, on le voit au moment de l'établissement d'un certificat médical initial. Si on regarde, c'est la pièce maîtresse pour faire une déclaration de maladie professionnelle. Elle doit être établie par un médecin qui va constater en fait surtout le type de maladie dont la personne souffre et éventuellement faire des hypothèses sur les expositions professionnelles. Mais ce n'est pas le médecin qui va juger du caractère professionnel ou non de la maladie. Ce sera les inspecteurs AT-MP de la sécurité sociale. Et donc on voit que parmi les personnes exposées, donc là on rapporte le nombre de certificats médicaux rapportés au nombre de personnes qui ont au moins une exposition cancérogène, on en a beaucoup moins chez les femmes qui vont bénéficier de ce certificat
que chez les hommes, ce qui s'explique par des expositions qui peuvent être moins longues et surtout plus dispersées, sur plus de cancérogènes, sur des cancérogènes pour lesquels les preuves sont moins fortes et pour lesquels, notamment, il n'y a pas de tableau de reconnaissance en maladie professionnelle. Après, si on regarde l'acte de déclaration, on n'observe pas de différence significative à l'échelle de notre échantillon entre hommes et femmes. À partir du moment où les certificats sont donnés, les hommes et les femmes ont tendance dans notre échantillon à déclarer également, avec une proportion de gens qui ne déclarent pas, du coup, et ça, c'est le contexte aussi d'une maladie grave et mortelle, bien sûr, et des priorités qui sont données aux soins plutôt qu'à s'engager dans des démarches longues et difficiles. Et puis, en termes de reconnaissance, donc les personnes qui vont avoir une reconnaissance de leur cancer en maladie professionnelle, elles sont beaucoup plus nombreuses parmi les hommes que parmi les femmes qui ont déclaré, avec une différence significative. J'ai mis une petite étoile quand c'est significatif au seuil habituel de 5%. Donc on voit qu'il y a un effet entonnoir qui semble plus marqué chez les femmes que chez les hommes. En matière d'accès à la réparation, c'est les données qu'on a. On n'a pas de données qui permettent d'observer ça au niveau national. Donc on est obligé de faire des enquêtes localisées, très précises, pour aller collecter auprès des personnes tous les éléments nécessaires à produire ces chiffres. Et le contexte particulier aussi de cette étude, c'est que bien que les femmes soient en général un peu plus jeunes au diagnostic que les hommes dans notre échantillon, et soient également à des stades avancés de diagnostic, avec des métastases, de manière égale en proportion par les hommes et les femmes, on a une survie qui n'est pas meilleure chez ces femmes que chez les hommes, ce qui n'est pas ce qu'on observe en population générale pour les cancers du poumon. Donc se pose aussi la question de la stratification sociale de la survie en fonction du genre et de la classe sociale. Alors, pour finir, c'est l'avant-dernière diapo, ça va aller très vite. On peut refaire les mêmes constats qui avaient été faits, notamment par Karen Messing à la fin des années 90, mais aussi par des collègues en France, notamment dans l'ouvrage La santé des femmes qui était paru en 1996 sous la direction de Marie-Joseph Sorel-Cuvizol et Béatrice Blondel, qu'on a peu de dialogue entre les champs de la santé des femmes et de la santé au travail, des différences entre hommes et femmes qui, lorsqu'elles sont observées, sont traitées sous l'angle d'une biologie qui va être perçue comme non modifiable et qui perpétue une subordination sociale, donc des rapports sexués de domination. Des femmes qui sont non perçues comme travailleuses encore, malgré les statistiques quand même écrasantes sur ce sujet, et les emplois toujours perçus comme beaucoup plus sécuritaires, notamment du fait de la protection relative des femmes en situation de... des femmes enceintes. Et des femmes qui sont non indemnisées ou beaucoup moins indemnisées pour leur accident de travail et maladie professionnelle, en particulier pour ce qui est des cancers, puisque le système a été conçu pour traiter les problèmes typiques des emplois masculins des années 50-60, on va dire. Donc il ne correspond plus non plus à la réalité du travail masculin aujourd'hui, d'ailleurs, avec la précarisation des parcours professionnels et la sous-traitance en cascade des risques. Alors du coup, les pistes, puisqu'il faut être positif quand même, il y a des pistes pour que l'épidémiologie des risques du travail soit plus sensible aux gens. D'abord, lire les travaux des collègues. Moi, ça m'a énormément servi, en sociologie, en histoire, en philosophie des sciences, tout ce qui peut être utile, qui permettent de comprendre le contexte et ses évolutions relatifs à la division sexuelle du travail, aux rapports sociaux de sexe, de classe et de race, pour reprendre les termes d'Emile Kergoat. Notamment, ce qui permet après de repartir de la réalité de la division sexuelle du travail pour choisir des hypothèses, des secteurs et des terrains d'études. Parfois suréchantillonner les femmes si c'est nécessaire, puisque ça semble rarement être une priorité, et on prend comme une fatalité parfois que les femmes soient moins nombreuses dans un secteur et ça justifie leur exclusion. On pourrait aussi envisager des approches qui permettent de les suréchantillonner. Et puis, alors là, j'ai modifié cette slide-là, donc j'accepte tout à fait l'invitation à la créativité qui avait été proposée par Sarah Richardson ce matin. Alors, comment être plus créatif pour mieux genrer les études? Alors, au niveau de l'évaluation des expositions professionnelles, il y a encore des efforts à faire. Au niveau des analyses statistiques aussi, on peut parler de stratifier, mais c'est pas suffisant. Il y a des questions d'intersection avec d'autres dimensions de la situation des personnes. L'interprétation des résultats, mais aussi, il faudrait développer les sources de données adéquates et leur accessibilité. Actuellement, on a quand même aussi pas mal de problèmes de données non disponibles pour étudier ces questions chez les hommes comme chez les femmes, et puis documenter tout ce qui a trait à la délocalisation des risques, parce que finalement, on étudie encore relativement bien ce qui est Amérique du Nord et Europe, tout en disant de toute façon ce sont des risques du passé, donc c'est plus tellement la peine de s'y intéresser. Les cancers pro sont plus tellement à la mode en épidémiologie en général, ça devient de plus en plus difficile de faire financer des études. Mais alors là, il y a énormément à faire, il y aura énormément à faire sur d'autres terrains qui sont peu investis. Et donc, une news de ce matin, comme mot de la fin.
J'étais contente en me levant d'écouter France Inter et d'entendre que le rapport de l'ANSES sur les professionnels du soin et de la décoration de l'ongle était sorti et publicisé. Donc c'est une news qui a été mise en ligne sur leur site ce matin. Ce qui est peut-être regrettable, mais là j'ai peut-être mauvais esprit, j'en demande trop, c'est que je trouve que par rapport à la proportion des femmes qui occupent les métiers d'esthéticienne, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, et de prothésiste onglaire, le fait de garder un titre qui soit professionnel du soin ELS, les professionnels ELS, et à la radio on a commencé par dire ce sont surtout des femmes, mais après on parlait des professionnels, tout était finalement remis au neutre masculin. Et je pense qu'il y a quand même un travail aussi dans la circulation des données et leur médiatisation à faire, au-delà de la sphère de la recherche. Voilà. Merci beaucoup.